de crise quand les caisses sont vides. Alors avec nous sur ce plateau pour en parler, Jérôme Grandénon, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes avocat spécialisé dans les contrats publics, vous êtes en quelque sorte un des pères de la loi qui a instauré les PPP, ces partenariats publics-privés au début des années 2000. Et puis Denis Dessus, vous êtes architecte, expert bonsoir en marché public et vous êtes souvent plutôt critique à l'égard de ces PPP. On va faire un petit rappel pour que tout soit bien clair. Sous Nicolas Sarkozy, la plupart des grands chantiers publics se faisaient en partenariat public-privé. Depuis que François Hollande a été élu, ils ont moins la cote. Le président a demandé un audit. On n'a pas encore les conclusions, mais on peut présager que plusieurs projets vont être abandonnés. On parle notamment du nouveau palais de justice de Paris, de lignes de train à grande vitesse, de prisons. En tout cas, la garde des Sceaux en a parlé, du fameux canal Seine-Nord, plus de 4 milliards. Denis Dessus, à votre avis, il y en a d'autres qui sont comme ça en voie d'être oubliés ? Eh bien, j'espère. Moi, je peux que féliciter Madame Taubira de sa lucidité. Le problème qu'elle a aujourd'hui, c'est qu'elle est engagée par des contrats. Et comme on le voit très bien dans votre reportage, beaucoup de ces contrats, on a l'impression qu'ils ont été surtout faits pour protéger la société privée, parfois plus que la collectivité publique. Aujourd'hui, sur le tribunal de Paris, les travaux n'ont pas commencé, on en est en phase permis de construire, mais si on voulait rompre le contrat, il en coûterait 80 millions d'euros qu'il faudrait donner au groupement privé, d'indemnité. Donc si vous voulez, ce contrat, manifestement, il est là surtout pour protéger le prestataire privé. Et on peut dire également que, comme vous l'avez un petit peu évoqué, il y a eu énormément d'énormes PPP qui ont été signés juste avant, sur 2010-2011, avec notamment sur les voies ferrées, des contrats qui se chiffrent chaque fois à coût de plusieurs milliards. Jérôme Grandénon, le fait qu'on freine un peu là au niveau des pouvoirs publics, vous en pensez quoi ? Aujourd'hui, le coup de frein, il est donné sur l'investissement public, parce que c'est la crise, parce que les caisses sont vides, et que donc l'État est obligé de faire des choix dans le peu d'argent où il va mettre le peu d'argent qui lui reste. Donc ça, voilà. Que en fait les grands projets d'investissement aient été lancés sous forme de PPP fait que si on les arrête, on va arrêter des PPP. Alors, si vous le voulez bien, on va s'arrêter quelques instants sur le cas édifiant quand même de l'hôpital d'Évry qu'on a vu longuement dans le reportage, une mauvaise conception, des retards, des malfaçons. Comment vous réagissez à ce qui s'est passé là-bas quand on a quand on défend comme vous ce mode d'investissement ? Sur la construction, les problèmes qu'il y a eu et qu'il y a aujourd'hui, ils se seraient posés de la même façon si on était parti en marché public classique, puisque les problèmes viennent toujours de la même erreur de départ, et là, cet hôpital est vraiment un exemple pour ça, qui est l'absence de définition préalable du besoin. C'est-à-dire que ça a été pour faire simple, mal précisé, mal écrit, mal lancé, et surtout lancé trop vite, au moment où la personne publique ne savait pas réellement et complètement ce qu'elle voulait. Denis Dessus. Il n'y a pas eu d'erreur de conception. Mes confrères ont fait du bon boulot. C'est-à-dire c'est en tant qu'architecte que vous dites ça ? Je dis qu'en tant qu'architecte, en tant qu'architecte spécialiste de l'hospitalier, Eiffage a certainement pas si mal construit que ça. Le problème, c'est que le PPP est totalement inadapté à des opérations hospitalières. L'hospitalier, le programme ne peut jamais être figé, il est en perpétuelle modification. Pendant le temps des études, il y a des modifications, vous avez l'agence régionale qui change la répartition des lits. Pendant le cours des travaux, vous avez l'hôpital qui achète un nouvel IRM. Alors juste, il y a des choses simples, Denis Dessus. Quand on voit les portes battantes qui s'ouvrent que d'un côté, même moi qui suis ni médecin ni architecte, je me dis que pour pousser un malade dans un lit, il faut évidemment que les deux portes s'ouvrent. Bien sûr. Donc ça, on peut quand même se dire, pour aller dans le sens de M. Grandénon, que quelqu'un a dû faire une erreur à la conception. Non, je vous explique. Donc, il y a le fait que quand on touche à du bâtiment, on touche sur des produits qui ne sont jamais figés. C'est pas de l'infrastructure où vous faites une route, vous n'avez plus qu'à l'entretenir pendant 20 ans. Et les PPP avaient été inventés pour ça. Quand vous faites du bâtiment, et notamment un hospitalier, vous avez de perpétuelles modifications. Sur le long terme, c'est forcément une très très mauvaise solution. Le fait que la rigidité du contrat fait qu'on est lié à des acteurs pendant 20 ans ou 30 ans. Que le coût est bien plus élevé parce qu'il y a des marges cumulées et qu'on est obligé de prendre en compte tous les dérapages possibles. Donc, mettre le doigt là-dedans, c'est dans un engrenage que personne ne peut tenir. Alors, la rédaction du contrat, quand on vous écoute tous les deux, on a l'impression quand même que le diable se niche dans les détails et que c'est très important.
important. Vous-même, vous rédigez des contrats de PPP, de partenariat public-privé. Est-ce que, dans le cas d'Evry, l'hôpital manquait de force juridique pour faire ce contrat? Est-ce que les institutions sont mal conseillées? Alors, j'ai pas lu le contrat d'Evry, j'ai vu juste qu'on en dit dans le reportage. Et donc là, il est très probable, effectivement, qu'on a dû aller trop vite. Et avec une responsabilité peut-être de l'administration concernée, de la santé, qui n'a pas fait un travail de défense, de recherche juridique? Moi, je crois qu'il y a une responsabilité, effectivement, dans ce cas-là, de l'Agence régionale de la santé, puisque c'est elle qui a déterminé le programme. Et là, il y a une certaine carence, mais il est vrai que dans ces opérations-là, le problème est que la collectivité publique, le donneur d'ordre public, il est seul face à un conglomérat très, très, très puissant. Il n'a plus de maîtrise d'œuvre à côté de lui, il a besoin de prendre des assistants à maîtrise d'ouvrage très solides, des juristes très solides pour arriver à résister. Il faut savoir que un contrat de PPP met plus d'1 an à se formaliser, tellement c'est complexe. Il faut gérer sur 20 ans, sur 30 ans, sur 40 ans. Et vous gérez avec des structures privées dont on ne connaît pas la pérennité. On nous parle toujours du partage du risque comme une justification du PPP. Quels sont les risques qu'on prend la collectivité en prenant des contrats avec des partenaires privés sur 30 ans, 40 ans, 50 ans? C'est-à-dire que le risque est inversé. Les conditions financières, on ne les connaît pas comment elles vont évoluer, on ne sait pas si les banques vont tenir, etc. Il y a un risque assez géant qui est pris sur de très longues durées, qui est répercuté à nos enfants quand on signe ce type de contrat. On a vu que c'était né en Grande-Bretagne dans le reportage, les PPP. Il y a une grosse prise de conscience chez les Britanniques. On voit pas cette infirmière, mais en tout cas Maura, qui regarde de très près le fonctionnement. Mais c'est presque, on se dit, est-ce qu'il faut en arriver là? Est-ce qu'il faut toute la journée travailler avec sa lampe de poche, voir si la plainte est bien cirée, voir si la cellule, si la serrure tourne bien pour que ça fonctionne? Mais c'est évident. Mais c'est absolument évident. C'est un fonctionnement. Encore une fois, mais c'est un fonctionnement parfaitement. Mais non, c'est un fonctionnement parfaitement normal. Quand vous êtes une personne publique, un hôpital, que vous avez ce contrat-là avec des pénalités, vous ne pouvez pas vous reposer avec le contrat dans votre coffre. Vous allez le faire vivre. Le faire vivre, c'est le contrôler. C'est pour ça qu'en fait, sur ces contrats partenariats, on a l'impression que les deux entités sont plutôt en compétition qu'en bonne intelligence. Mais pas du tout. Ça fonctionne. On voit cette maintenance, moi, j'ai beaucoup aimé cette bungalow, et qui regarde tout ce qui ne va pas, et puis la dame qui traque. J'ai trouvé cette morale justement extrêmement sympathique et qui prouve bien que ces contrats-là fonctionnent quand on se donne les moyens de les faire fonctionner. Ça veut dire quoi? Qu'au final, sur Birmingham, ce qui n'est pas le cas dans d'autres hôpitaux en Angleterre, ça marche, l'hôpital est bien entretenu et en plus à moindre coût puisqu'elle a fait jouer les pénalités. Juste qu'on se rende bien compte, on a les chiffres précis. 478 partenariats signés depuis 2004, 41 milliards d'euros. Est-ce que, justement, quand on voit ces sommes, le contribuable peut-être prend un risque, on va en parler, mais est-ce que les grands constructeurs de BTP, eux, prennent un risque aussi? Alors, la question, c'est devant ces investissements très coûteux qui existent et qui sont des défis pour les personnes publiques. Que ce soit un stade, que ce soit un hôpital, que ce soit un ministère. Qui peut mettre l'argent, vous allez me dire? La question est quels sont les outils dont on dispose. Et on a effectivement l'ancien outil qui sont les marchés publics. On construit, la personne publique construit d'une certaine façon à ses frais, elle pilote tout. Et une fois que c'est construit, eh bien, elle va en assurer la maintenance. Et puis le PPP, qui est une démarche globale. Le problème du marché public, et ça on le sait depuis maintenant 50 ans, c'est que les personnes publiques sont en général ou parfois de bons constructeurs et sont des mainteneurs absolument déplorables. Et si on se retrouve aujourd'hui à devoir reconstruire en catastrophe nos hôpitaux, nos universités qui ont été construites il y a 30 ans... C'est parce que ça a été mal fait avant. Non, ça a été bien construit. Mais qu'ensuite, on a eu un budget d'investissement à un moment, donc on le construit très bien. Mais ensuite, on a un autre budget qui s'appelle le budget de fonctionnement pour une personne publique, et c'est là-dessus que quand les choses se passent mal, eh bien on est obligé de faire des économies, on rabiote et on laisse se détruire le bâtiment. Ça, c'est un argument. Moi, celui-là, je l'entends depuis aussi de nombreuses années. Les marchés publics permettent de passer des contrats d'entretien et de maintenance beaucoup moins chers que moins cher mais efficace. C'est vrai que c'est parce que ça séduit quand même beaucoup de monde. Ça, c'est une affirmation de principe. Mais non, pas du tout. Vous pouvez très bien faire des contrats d'entretien et de maintenance en marché public. Là, le problème que vous avez est toujours le même. Vous passez un contrat global sur 20 ans. Que fait la société qui prend ce contrat? Elle va chercher des sous-traitants qu'elle va pressurer un maximum. Et si ça ne marche pas, eh bien, vous êtes lié pendant 20 ans. Dans la vraie vie, on ne prend pas des contrats sur 20 ans sur l'entretien et la maintenance. On le prend sur 2 ou 3 ans. Si ça ne marche pas, on change d'opérateur, etc. Donc, en mélangeant tout,
de la conception au financement, à l'entretien et à la maintenance, avec les prises de risques qui sont cumulées sur ce multiples opérateurs, eh bien la facture est très très élevée et les contrats sont très très chers. Vous êtes en train de nous dire que les PPP, et on est obligé d'emprunter et que ça coûte très cher, ça veut dire que pour les marchés publics normaux, ça sort miraculeusement de quelle poche? C'est aussi de la dette, et c'est la même dette. Le problème n'est pas, encore une fois, il y a deux problèmes. Est-ce qu'on fait des investissements, est-ce qu'on ne les fait pas en fonction de nos capacités à investir? C'est valable pour le village qui va se construire sa salle des fêtes, c'est valable pour l'État quand il va faire son palais de justice. Ou est-ce qu'un bon père de famille, avec la crise, on dit on arrête et on fait une pause? Ça, c'est une question. Et là, ne mélangeons pas les tout. De toute façon, si on lance cet investissement, que ce soit en marché ou en PPP, de toute façon, on empruntera. On empruntera de façon différente, mais le mécanisme est le même. Quand une collectivité lance en marché public un investissement, je reprends la salle des fêtes ou un stade, elle ne va pas sortir cash de son budget, elle l'a pas. Elle emprunte et elle va rembourser pendant 20 ans. C'est exactement... Au final, en tout cas, le rapport de la Cour des comptes ou les études auxquelles on a eu accès constatent qu'elles empruntent finalement à moins cher que ce que peut emprunter un constructeur pour le moment privé. encore, légèrement moins cher. C'est quand même une belle rente pour les majors du BTP. Oui, mais quand vous avez 3 compétiteurs qui ont besoin de travailler, eh bien, évidemment, ils tirent sur les prix. Et en plus de ça, là, au sein de ces compétiteurs... Quand on regarde leur facture et le tirer sur les prix, on voit quand même... Lorsque ça a été bien contrôlé, lorsque la procédure a été bien menée et qu'on a vraiment fait attention à ça. Comment vous expliquez l'un et l'autre qu'en France, autant des communes de gauche que des communes de droite sont séduites, abondent dans le sens des PPP et qu'on voit même des représentants de collectivités locales, des élus de Lille complètement esbaudis, éblouis par le projet de grands stades, quitte à choisir, on n'a pas eu de réponse dans le reportage, quelque chose qui vaut, je crois, c'est 1 milliard de plus si je... C'est 1 milliard de plus pour la communauté urbaine de Lille au final. Sur la durée du contrat, ça double l'endettement. Après tout ce que vous avez dit, comment on explique? C'est d'abord parce que c'est le résultat d'un lobbying qui a été terrifique pour essayer de dire que c'était la solution et qu'il n'y avait pas d'endettement avec ces solutions-là. Le PPP s'est développé sur une escroquerie comptable qui était le respect des 3% de Maastricht. Alors on s'est dit avec de déficit. Avec ça, le déficit, il n'y en a plus. L'investissement, on l'a transféré dehors, on le voit plus. Voilà. Ça, c'est un argument. Ça a été un argument de développement de cette procédure. C'est aussi un argument vis-à-vis des collectivités territoriales. Et les collectivités territoriales, elles font du PPP. Pourquoi? Parce qu'elles sont soumises à des échéances électorales, parce qu'il faut montrer qu'on a endetté la collectivité, mais on veut continuer à faire, et on continue à faire des choses qui sont assez énormes et qui vont, ponctionner les finances publiques sur 10 ans, 20 ans ou 30 ans, ce qui est quand même assez grave. Moi, en plus, en tant qu'architecte, je pourrais dire, plus on construit, mieux je me porte. Mais je pense qu'en fait, on devrait peut-être construire moins, mais construire mieux. Est-ce qu'on a besoin absolument de dépenser des milliards, par exemple, dans des grands stades qui sont les supports d'opérations de sociétés privées qui vont faire du business là-dessus? Est-ce qu'on a besoin de les mettre là-dedans? Ou plutôt, est-ce qu'on ne pourrait pas réfléchir? Quand on va faire le Sud francilien, on va s'apercevoir que le déficit du Sud francilien, chaque annuel, permettrait de faire un hôpital neuf chaque année, même avec 50 millions, on pourrait faire 5 hôpitaux neufs chaque année avec ce déficit-là. Donc réfléchissons. Alors est-ce qu'il faut forcément jeter l'anathème sur ces partenariats publics-privés, Denis Dessus? Est-ce qu'il n'y en a pas des vertueux? Est-ce que ça ne peut pas fonctionner dans certains cas, à votre avis? On peut essayer d'en faire de moins pire. Si vous voulez, si ça vous satisfait. Non, on peut s'interroger. On peut s'interroger. Je vois aussi que, si vous voulez, on a essayé de le développer dans des secteurs où c'est absolument pas fait pour ça. Aller faire de l'hospitalier, c'est une catastrophe. Aller faire globalement du bâtiment, c'est vraiment pas fait pour ça. Moi, je dirais quand même à dire deux choses. C'est que on se retrouve en France et dans les pays européens avec un iceberg de la dette. Oui, 1800 milliards. Et le PPP, ça fait partie de la partie immergée et il ne fait que grossir. Les PPP, ils ont été utilisés où ça, beaucoup ces derniers temps, enfin depuis 2000 et quelques, eh bien en Grèce, au Portugal, un peu partout en Europe. C'est certainement une coïncidence. Et moi, je pense que là où on utilise massivement cet outil, eh bien, les finances publiques ne repoussent pas. Alors aujourd'hui, on voit que le lobby du PPP, après avoir asséché l'économie européenne, l'économie anglaise, va vendre ses produits sur les pays du Maghreb, le pourtour méditerranéen. C'est dangereux, vous pensez? C'est extrêmement dangereux pour tous les pays où ces PPP maintenant sont développés, où on fabrique
fabrique des lois. Un dernier petit point, je prends encore un exemple qui est celui, encore une fois, je vais prendre ce coup-ci la Cour des comptes, qui a analysé le plan prison. Le plan prison, ils l'ont calculé, ils sont pas critiques, ils n'ont fait qu'ajouter des chiffres. Ils se sont dit, au final, ça va coûter 24 milliards. Est-ce qu'on s'est posé la question, quelqu'un, de comment ce ministère allait payer? Vos chiffres en termes de milliards, ils sont bien en deçà de la réalité. Quand on prend tous les encours des PPP, 24 milliards pour ce seul ministère, vous rajoutez le ministère de la Santé, etc. Madame Taubira, vous arrivez à des sommes faramineuses. Donc l'endettement de la France est certainement beaucoup plus élevé que ce qu'il est annoncé officiellement. Il faudra arriver à rensabler tout ça. Sur les prisons, la réflexion est lancée. Elle est lancée, mais très bien. Mais il y a beaucoup de contrats qui sont passés et je dirais qu'il y a un audit qui est demandé à Bercy. Une grande partie du mal aujourd'hui est fait. Et sur ce que disait Denis Dessus, sur le rôle des PPP dans la dette. Le problème, c'est pas le PPP. Le problème, c'est toujours pareil, c'est l'investissement public. Vous avez des pays qui sont partis dans des investissements énormes et qui se sont endettés pour investir, mais c'est pas le PPP qui est en jeu dans l'histoire. L'ampleur de la crise de la dette, est-ce que ça peut signer la fin des PPP ? Oui, j'espère qu'on va avoir un petit peu de raison et avoir d'autres solutions que d'endetter toujours plus les finances publiques pour arriver à continuer à faire parfois des palais ou des choses qui sont inutiles. Quand une collectivité publique, avec un maire qui a un mandat de 5 ans, etc., engage sa collectivité sur 30 ans, j'espère qu'il n'a pas de problème de conscience. Merci beaucoup à tous les deux. Merci Denis Dessus, merci Jérôme Grandenon de nous avoir apporté votre expertise. Merci à vous de votre fidélité et on se retrouve évidemment le mois prochain pour une nouvelle enquête de pièces à conviction. Excellente soirée sur France 3.